Une actualité traitée par tous les journaux ce matin et on en parle dans nos éditions, c'est la situation dans la bande de Gaza. Ce matin, on le disait, la trêve entrée en vigueur hier soir semble respectée entre le groupe armé palestinien Djihad islamique et Israël. L'opération lancée vendredi par l'armée israélienne est présentée comme une attaque préventive contre le Djihad islamique dans la bande de Gaza. L'armée a reçu l'ordre d'épargner le Hamas qui dispose d'une force de frappe autrement plus puissante, d'après le Figaro. Quoi qu'il en soit, selon Le Monde, tout laisse à penser que le Hamas n'est pas prêt à replonger dans une confrontation directe avec Israël. 1 an et 3 mois après la guerre de mai 2021, il n'a pas eu le temps de reconstituer ses forces. Un nouveau conflit pourrait le fragiliser. L'ennemi ancestral semble ne pas trouver son intérêt dans cette séquence vraisemblablement orchestrée à Téhéran qui patine dans les négociations sur le nucléaire à Vienne, croit savoir Les Échos. La Croix, pour sa part, analyse les faits en revenant sur l'origine des tirs. L'armée israélienne est à l'initiative de cette offensive, ce qui n'est jamais arrivé depuis 2006. Pour beaucoup, la logique derrière cette attaque est avant tout politique. L'armée israélienne a terminé l'opération chirurgicale en 48 heures. Le Hamas n'a pas bougé. C'est une double victoire pour Yair Lapid et Benny Gantz, son ministre de la Défense, explique Denis Charby, politologue à l'Open University d'Israël, cité dans les pages du quotidien, sachant que les prochaines élections générales d'Israël sont prévues le 1er novembre prochain. Autre actualité internationale commentée par la presse française ce lundi, l'entrée en fonction hier de Gustavo Petro en Colombie. Libération en fait sa une. L'Amérique latine s'ancre à gauche, affirme le quotidien. Mais les gauches démocratiques d'Amérique latine disposent de marges de manœuvre plus limitées qu'à l'époque de la première vague rose, quand les dirigeants ont profité de l'explosion du cours des matières premières pour financer leur politique redistributive, sans procéder à des réformes fiscales d'ampleur. Et leurs ambitions sont moindres aujourd'hui. On en parle depuis plusieurs semaines. Maintenant, la France traverse un épisode de sécheresse historique. Et cette fois, c'est au tour de La Croix de se pencher sur le sujet. Le journal fait le point sur la consommation d'eau dans les foyers français. En moyenne, ce sont 150 litres d'eau qui sont utilisés par jour et par personne. Et pour plus de la moitié pour les douches, les bains et les sanitaires, sachant qu'il s'agit d'eau potable. Alors La Croix propose de nouvelles sources d'eau, à commencer par la réutilisation des eaux usées, qui pourraient par exemple être utilisées pour nettoyer la voirie, arroser les espaces verts ou encore irriguer les cultures. Pourquoi pas aussi dessaler l'eau de mer, capturer l'humidité du brouillard et de la rosée avec des filets, comme cela se fait déjà au Maroc ou au Chili. Idée plus saugrenue, utiliser les icebergs. Certains y sont favorables, mais le coût écologique et monétaire serait très élevé. Et puis l'argent, pour certains, n'est pas un problème. Ah oui, l'humanité consacre 4 pages aux milliardaires, ces criminels climatiques. 1% des personnes les plus fortunées émettent plus de CO2 que les 50% les plus modestes. Il est notamment question du boom de l'aviation privée. En France, 1 avion sur 10 quittant une piste est un jet. Comment renverser les valeurs? De nombreux comptes sur les réseaux sociaux traquent ces déplacements et dénoncent ce mode de vie climaticide. Benjamin Lucas, député Génération de la NUPES, évoque aussi dans le journal une autre piste, pas seulement symbolique, rétablir l'impôt de solidarité sur la fortune et la sortir d'un volet climatique. La transition écologique, assure-t-il, ne se fera qu'avec de la contrainte, de la régulation, de la redistribution, sans opposer fin du monde et fin du mois.